Et voilà, madame, messieurs, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Bienvenue à vous dans ces magazines Questions électorales. C'est votre magazine qui vous parle comme ça des élections. C'est un devoir civique et la CENI n'est genre que à l'organisation des élections décembre 2023. Le train de la CENI est déjà en marche. Alors, madame, messieurs, aujourd'hui, on va discuter un peu avec monsieur Philippe Kazadi Omombo, qui est le secrétaire national en charge de communication de l'ADP, Alliance des démocrates pour le progrès, parti cher à son excellence Christophe Lutundula. Il est aussi le président de la JDP. C'est ça pour la présentation. JDP, bonjour. Jeunesse démocrate pour le progrès. Bonjour madame et mes salutations à tous les téléspectateurs et merci pour l'honneur de m'inviter discuter de questions électorales dans votre chaîne qui est bien nati. Ok, il y a pas mal de sujets qu'on va aborder aujourd'hui. On va parler de cette sorte officielle de l'Union Sacrée. Ça y est, c'est désormais officiel. L'Union Sacrée est devenue une plateforme électorale. Vous étiez aussi présent. L'ADP, quand je parle de vous, c'est donc le parti politique. Vous étiez présent au Stade de Martyrs. Comment avez-vous apprécié cette ambiance ? Bon, en tout cas, laissez-moi féliciter toute la jeunesse de mon parti et de tout le parti de l'Union Sacrée qui se sont donné le devoir de remplir le stade. La mobilisation était forte, les jeunes étaient descendus dans les rues de Kinshasa de partout et vous avez vu que déjà vers 10 heures, le stade était plein. Était plein, le stade a refoulé du monde. Ça, c'est la prouesse de la jeunesse de l'Union Sacrée pour la nation. Et nous pensons avoir donné un sourire agréable au chef de l'État qui, franchement, rêvait à ce que ce stade soit plein et qu'il ait vu le stade refoulé du monde. Je pense qu'en bon quinois, il se sentait beaucoup mieux de là où il était. À vrai dire, vous allez dire que c'était une réussite totale, mais d'autres langues pensent que non, c'était pas vraiment une réussite parce que apparemment vous avez fait du ramassis, vous avez ramassé des jeunes qui sont pas de vos partis politiques, vous les avez ramenés au stade de Martyrs, question de gonfler le stade. Mais d'où est-ce qu'ils trouvent cette preuve? On a vu comment, quand est-ce qu'il y avait des interventions, comment les gens sortaient, ils étaient un peu désintéressés. Non. Alors là, il faut dire les choses franchement. Ce qui s'est passé au niveau du présidium de l'Union Sacrée est insupportable, est intolérable. Et je pense que le public, le peuple qui est venu au Stade de Martyrs, nous a enseigné une bonne leçon de ponctualité et de respect mutuel. Une leçon de loyauté. La loyauté doit être réciproque, madame. Nous avons invité les gens au Stade de Martyrs à 10 heures. En tout cas, s'il fallait patienter, le responsable, donc le présidium de l'Union Sacrée, devrait venir à 11h ou 12h maximum. Vous allez constater que jusqu'à 12h, le stade était plein. À craquer, alors, le peuple a constaté que, quelque part, il y a d'un côté ceux qui ne témoignaient pas la même loyauté que ceux qu'il avait témoigné. Donc, il a décidé de partir. Et je pense que prochainement, leaders politiques, musiciens ou que sais-je encore, même dans le monde professionnel, nous devrions apprendre à respecter l'heure, à la ponctualité. C'est ça qui nous a fauchés. Parce que lorsqu'on organise un événement comme ça, on n'a pas que besoin de faire une démonstration des forces en termes de mobilisation, mais c'est aussi l'occasion à saisir pour passer un message. Et je pense qu'au niveau de passer les messages, nous avons raté les coches. Mais il y a encore plusieurs occasions qui vont se présenter. On devra améliorer. Et je pense que la leçon est bien pigée par le présidium. Donc, ça, le respect des temps, c'est la politesse des grands, peut-être. C'est la politesse, c'est la considération mutuelle, c'est de la loyauté. Et ce sens doit être réciproque, que vous soyez leader politique ou pas, leader économique ou culturel, vous devez apprendre à respecter l'heure. Ce n'était pas un concert où on voit un musicien qui demande aux gens d'être au stade à 10h et lui débarque à 19h. Comme une star. Comme si on n'avait que pour objectif de faire un plein. Non, nous avions besoin de faire le plein. Les jeunes étaient engagés à le faire et ils l'ont fait. Mais on devrait aussi profiter pour passer le message. Et que le présidium ait tenu un discours dans un stade qui s'est vidé, je pense qu'il s'interpelle, le présidium donc, là où il est, et il a compris que prochainement, il ne peut pas faire comme ça. Bien réfléchi. Aujourd'hui, monsieur Philippe Kazadi, vous êtes dans l'Union Sacrée. Donc, quand je parle de vous, c'est la jeunesse de l'ADP, parce que là, vous dirigez les jeunes. Vous êtes dans l'Union Sacrée, vous êtes venu apporter votre main d'appui aux actions du chef de l'État, pour ne pas dire donner un second mandat au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ma question est celle de savoir pourquoi vous avez fait ces choix.
Bon, d'abord, nous étions dans l'opposition Oui. avec Félix Tshisekedi Oui. et que nous sommes allés au dialogue de la SENCO. Lui était le responsable de la délégation et notre président du parti, donc Christophe Lutundula, était chef de la délégation adjoint. Les deux avaient déjà tissé de très bonnes relations. Ok. Et à l'occasion, nous avons appris à connaître l'homme Félix. Ok. De temps en temps, nous discutions au parti, mais Excellence, tout ce qu'on dit sur Félix, c'est dehors. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Il nous disait, voici, il est tel type d'homme, il le ceci, il le cela. Et il vous rappellera que lorsque il a décidé de retirer sa signature des accords de Genève pour se présenter à l'élection présidentielle, de l'autre côté, donc le camp de Martin Fayoulou, d'aucuns n'a dit que Félix est un monsieur sincère et honnête et qu'il a été sincère avec eux. Nous pensons que dans la gestion de la chose publique, certaines qualités telles que la sincérité, l'honnêteté, le respect mutuel, sont des qualités que doit revêtir un chef d'État. Au-delà de tout ce Et vous avez trouvé ça en Félix Tshisekedi? Nous avons trouvé cela en Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, personne n'a à redire là-dessus. Vous voyez un président de la République qui ordonne à l'inspection générale des finances, qui dépend de la présidence, à pouvoir traquer le même gestionnaire que lui-même a nommé. Un bel exemple à Donc, suivre. Il se tire une balle au pied, et c'est normal qu'il se tire une balle au pied pour que nous puissions savoir où mettre le pied et bien marcher et bien avancer. Vous savez que notre pays, nous sommes habitués, ou nous étions habitués au détournement, nous étions habitués à la gabegie financière, mais j'espère qu'avec le travail qu'abat Gilles Linguetti et l'inspection générale des finances, aujourd'hui, les gens sont en train de réfléchir par deux fois avant de commettre quoi que ce soit en termes de mauvaise gestion financière. Et ça, c'est très, très important. Un tel président ou une telle personnalité, nous en avons rare dans notre classe politique. On va préférer, et retenez que le chef de l'État est en train de viser un deuxième mandat. Donc, celui qui vise un deuxième mandat pourrait être dans la posture de laisser faire. Mais il n'est pas dans cette posture-là. Il est dans la posture de sanctionner ceux qui sont avec lui pour qu'ils comprennent quelle est la vision du chef de l'État, pour qu'ils comprennent quel est l'avenir qu'il veut imprimer à notre nation. L'ADP soutient la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que vous êtes dans l'Union sacrée. Moi, je réfléchis en termes de réussite et d'avenir. Est-ce qu'il y a un avenir pour cette plateforme électorale? Bon, madame. Parce que ça regroupe beaucoup de leaders. Il y a plusieurs leaders qui sont inclus, les présidents des partis politiques. Est-ce que vous allez vous entendre? C'est ça les problèmes aussi. Bon, s'attendre, déjà on s'attend pour l'instant. Nous nous attendons. Donc, il faut Vous avez déjà tantôt là accusé les présidiums. Il faut donner la chance. Qui n'avaient pas respecté les temps. Non. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'attend pas. Ça, c'est une vérité. Ce sont des remarques qui commencent déjà. Et à l'allure où vont les choses, peut-être il y aura de problèmes sérieux. Tel parti prend les monopoles par rapport aux autres partis politiques. Non. Le problème viendront. Mais notre capacité à gérer ces problèmes va refléter notre détermination effectivement à atteindre les objectifs que nous sommes assignés au sein de l'Union sacrée. Nous ne sommes pas qu'une plateforme électorale, mais une plateforme aussi politique. Qui veut dire qu'il y a un programme de gestion et qui a l'objectif de conserver le pouvoir. Donc là, nous nous lançons aux élections parce que nous devons gagner le second mandat pour le chef de l'État, mais également une majorité parlementaire. Moi qui vous parle, je serai candidat à la députation provinciale à Kinshasa, dans ma commune de Massina. Donc, je souhaiterais bien être élu à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour accomplir ce que le programme de l'Union sacrée au niveau de l'Assemblée provinciale avec le gouverneur qui devra absolument venir de chez nous. Ça, c'est notre souhait. Mais maintenant, vous avez posé le problème de la question des problèmes qui peuvent surgir. Les problèmes viendront toujours. Ce n'est pas pour rien qu'il y ait un texte. Déjà, il y avait des problèmes. C'est une charte que vous avez déjà signée. Et dans l'avenir, il y aura un règlement intérieur et chacun qui va s'opposer à tout le monde. Donc, chacun va respecter. Et les problèmes, lorsqu'ils viendront, ils y rencontreront des textes qui ont prévu la manière de les résoudre. Les problèmes vont venir.
Mais comme je l'ai dit, comme dans un mariage, la force du couple, c'est la capacité de à résoudre dialoguer. le Les problème problèmes et qui dialoguer. survient. Mais est-ce qu'il y a, faites un peu un parallélisme entre le FCC, à l'époque de l'ex-président Kabila, et l'Union sacrée? Est-ce que c'est la même chose? Ce sont des plateformes électorales, politiques, c'est la même chose, ou bien il y a au moins une différence que vous avez su remarquer? Du point de vue, je veux dire, organisationnel, Oui. ça peut être la même chose dans le sens que nous visons tous l'objectif de conquérir le pouvoir et de le conserver. Exact, oui. Mais le FCC a raté Mhm. de conserver le pouvoir. Oui. Ok. Nous sommes en train de bien travailler au sein de l'Union sacrée. Les présidiums est là. D'autres organes vont venir. Oui. Et nous travaillons de sorte que nous ne puissions pas rater comme l'Union sacrée. Ok. Et disons comme le FCC. Parce qu'il faut que nous prenions les choses très au sérieux, Mhm. qu'il n'y ait pas de triomphalisme, mais qu'il y ait plutôt de la concentration au travail. Le travail est rude à faire. Les combats ne vont pas être faciles. Ça sera acharné. Nous devons défendre les bilans du chef de l'État le moment venu. Nous devons vendre l'image positive du chef de l'État pour que la population puisse lui renouveler la confiance. C'est comme ça que, en disant que le présidium devrait respecter l'heure de venir au meeting, parce que c'est l'une des manières de vendre aussi l'image du chef de l'État. Ne pas respecter l'heure de venir au meeting, c'est galvauder quelque part l'image du chef de l'État. Mais nous allons rectifier le tir. Oui, il faut rectifier. Et il faut aussi reconnaître. Il faut reconnaître lorsqu'on commet une erreur, il faut apprendre à la reconnaître et corriger. Corriger, s'excuser, oui. Nul n'est parfait. Oui. Ok, nous sommes des êtres humains, nos actes sont perfectibles et nous devons apprendre à corriger, à nous amender surtout. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez que la CENI sera à mesure d'organiser les élections en décembre 2023? Parce que je vois que l'Union sacrée s'y prépare déjà. Est-ce que vous pouvez vous attendre aux élections en 2023? Les conditions sont réunies? Mais je venais de suivre, le premier vice-président de la CENI, l'excellence Manara. Oui, Didier Manara, oui, Didier Manara, qui a dit lors de la clôture de journée porte ouverte organisée par la CENI que les élections seront organisées dans les délais constitutionnels. Il n'y aura pas de glissement. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de glissement. Oui. Le 20 décembre 2023, nous allons aux élections. Le ministre des Finances, qui donne le moyen à la CENI pour organiser les élections, l'a dit ouvertement. Le ministre de l'Intérieur, qui a en charge la sécurité intérieure, a dit qu'il y aura élection dans les délais. C'est-à-dire que des questions d'ordre sécuritaire qui pouvaient enfreindre dans l'organisation des élections ne vont pas, en tout cas, entacher le processus. Mais on a appris qu'il y a au moins 4 provinces qui n'ont pas vécu cette opération d'enrôlement. Au moins 4 provinces. Donc c'est beaucoup, hein? Oui, 4 provinces sur 26. Sur les 26, sur 26. Oui. Ben, ce sont des choses à ne pas négliger. À l'allure où vont les choses avec la balkanisation, on va organiser des élections sans ces provinces, peut-être ils n'appartiendront plus à la RDC, c'est ça aussi les problèmes. Non. Nous ne sommes pas à la phase de la balkanisation, madame. Et il n'y aura pas de balkanisation. Ils vont se sentir un peu isolés. Il n'y aura pas Ils n'ont pas voté leur chef d'État. Le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, Mobutu, avait dit que le Congo restera indivisible. Et s'il faut signer de pacte avec le diable pour le maintenir indivisible, nous le ferons. Ah bon? Mais ils n'ont pas voté leur chef d'État? Non, ce n'est pas un problème. Nous avons une jurisprudence en 2018. Beni Butembo Yumbi n'avait pas voté. Mais le problème ne se pose pas surtout au niveau de l'élection présidentielle. Parce que si vous prenez l'électorat au niveau national, vous soustrayez, je ne soutiens pas qu'il faut que ces gens ne votent pas, mais si, dans l'impossible, vous soustrayez l'électorat qui ne s'est pas fait enrôler, vous verrez que nous sommes toujours dans la marge de l'acceptable et qui n'entache pas la légitimité. Dans la majorité des provinces. Mais le problème peut se poser au niveau de l'élection de la députation de l'Assemblée nationale et des assemblées provinciales. Au niveau de l'Assemblée nationale, la Constitution dit que la Chambre basse est composée de 500 députés. Et de ces provinces où il n'y aura pas élection, où il n'y aurait pas élection, il y aura manque des élus et donc l'Assemblée nationale ne sera pas dans sa forme prévue par la Constitution. Ça peut poser un petit problème. Je ne suis pas juriste, je ne veux pas rentrer dedans, mais j'estime que
Ça pourrait créer ça un peut problème. poser un problème oui. au niveau de l'effectif de l'Assemblée nationale. Mais toujours par rapport à cette jurisprudence de 2018, les élections ont été organisées après pour combler justement ces vides-là. Et nous pouvons... On peut aussi faire la même chose, oui. En tout cas, de manière réfléchie et avec beaucoup de froideur, dire que nous pouvons organiser les élections et revenir pour compléter dans le territoire qui va manquer de participer à l'élection présidentielle, pour compléter le siège au niveau de l'Assemblée nationale. Avec cette guerre de l'Est, vous pensez qu'on sera à mesure, on sera dans la tranquillité de voir que nos frères et sœurs meurent à l'Est et nous, quand même, nous votons. Mais en 2018, c'était le même cas. C'était toujours l'insécurité qui avait fait qu'on n'organise pas les élections. Pourquoi pas régler d'abord ces problèmes de l'Est et puis avancer avec les élections? Et pour que vous dites que vous venez dire que Félix Tshisekedi est dictateur, qu'il a organisé un glissement? Non. En tout cas, mais rentrant dans la tête du chef de l'État, je ne le vois pas organiser un glissement. Je ne le vois pas organiser la non-tenue des élections. Il veut bien que les élections aient lieu parce qu'il sait que le problème politique qui s'est toujours posé chez nous, c'est le problème de légitimité. Il en a parlé au début de son mandat et ce n'est pas à lui de pouvoir rééditer les mauvais exploits qu'on a vus dans le passé, de glisser pour des raisons farfelues. Mais là, nous irons aux élections dans les conditions que sera notre pays à ce moment-là. Il n'y aura pas de balkanisation du pays. Et c'est fort possible que même avant les élections, que cette guerre prenne fin. Parce qu'aujourd'hui, avec la diplomatie, je dirais, agressive et agissante, mise en place par les chefs de l'État et exécutée par le VPM aux affaires étrangères qui sont de Tundula, ainsi que le renforcement de nos forces armées, je pense qu'il y a possibilité que nous allons aux élections avec le 2 345 000 km² de notre territoire. C'est-à-dire que tous les Congolais puissent participer aux élections. C'est encore possible. C'est possible. Il ne faut pas donc, on reste optimiste jusque-là. Vous êtes dans la diplomatie avec son Excellence Christophe Lutundula. Vous pensez que la RDC a fait un pas par rapport à la diplomatie? Est-ce que la diplomatie appliquée par le chef de l'État, en l'occurrence avec le VPM, est quand même une diplomatie réussie? Mais on ne peut dire autrement, madame, parce que je veux relever quelques faits. Depuis, en comparant à l'époque de l'ancien président Joseph Kabila, vous allez vous rendre compte que nous ne savions pas 18 ans durant que la RDC était soumise au régime de déclaration préalable. En ce qui concerne l'achat d'armes. C'est avec Félix Tshisekedi et Christophe Lutundula, s'occupant de la diplomatie, qu'on le sait, on l'a su, et que cette mesure a été levée. Ça veut dire que, quelque part, les choses ont bougé. Je prends un autre élément. Le fait d'identifier Paul Kagame comme l'agresseur numéro 1 de la RDC, et de dire que le M23 n'est rien d'autre que le Rwanda, je pense qu'il y a aussi des choses qui ont bougé. Et aujourd'hui, à travers le monde, personne ne s'interdit de pouvoir indexer Paul Kagame comme étant l'agresseur ou celui qui instrumentalise le mouvement rebelle dans la partie est de notre territoire. Mais nous ne nous plaisons pas de ça. Nous disons que ces déclarations sont bonnes, mais il faut aller plus loin. Il faut envisager les sanctions contre le Rwanda. Et ça, c'est le défi de notre diplomatie. Très bien. Mais ça va aller. Des sanctions, telles que quelles sanctions? Il faut que la communauté internationale prenne des sanctions économiques contre le régime de Paul Kagame, des sanctions militaires contre le régime de Paul Kagame, pour l'obliger à ôter la main sur les richesses de la RDC. Mais il reste à savoir, est-ce que la voix de la RDC est entendue auprès de la communauté internationale? Il n'y a pas longtemps les déclarations de Paul Kagame, mais moi je me pose la question, qu'est dit la communauté internationale? Où sont les pays qui nous ont peut-être dominés, tels que la Belgique, les pays colonisateurs? Pourquoi ils ne réagissent pas? Madame, le temps, j'ai toujours dit que le temps politique est différent du temps social. Je comprends l'empressement de notre opinion ou de nos compatriotes. Ça veut dire qu'on veut la paix maintenant. Ici et maintenant.
Malheureusement, la question de la paix à l'Est ne dépend pas que de la volonté de la RDC. Parce que d'un côté, il y a un pays, un voisin belliqueux qui nous fait la guerre, qui réfléchit jour et nuit sur comment déstabiliser l'Est de notre pays. Un véritable challengeur. Et nous, de l'autre côté aussi, nous réfléchissons jour et nuit comment contrer son plan macabre contre notre pays. Ça veut dire que c'est dans cette confrontation que va naître absolument le vainqueur. Mais la victoire va venir aussi, comme on l'a dit, sur le plan diplomatique. Mais cette victoire est déjà en train de se dessiner parce que déjà, ce qu'on n'a pas vécu hier, ça veut dire la condamnation de Paul Kagame est en train d'être réalisée. Maintenant, il reste que les sanctions puissent tomber, mais ça va venir. Pourquoi je reste optimiste? Et pourquoi d'abord les sanctions traînent? Parce qu'il y a beaucoup de ceux qui tirent dividende de cette insécurité à l'est de notre pays. Tel que le multinational. Et chaque multinational, rappelez-vous, a une nationalité. Il y a des multinationales américaines, il y a des multinationales britanniques, il y a des multinationales de tout le pays occidental ou bien occidentaux que vous connaissez. Et donc, ce n'est pas du jour au lendemain, ce n'est pas par un coup de baguette magique ou par un claquement de doigts que ça va terminer. Non, mais nous devons maintenir le cap pour afficher notre position, pour afficher notre détermination à mettre fin à cette guerre. Et ils finiront par rentrer dans notre logique parce que nous défendons une cause juste. Même Paul Kagame lui-même va finir par faiblir. Ah bon? Voilà. On espère. Alors, puisqu'on parle des élections, l'ADP a un seul candidat à la présidence, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ça? Vous êtes d'accord? Vous n'avez pas changé d'avis avec le temps? Non, pas du tout. Quel est le temps? Parce que vous avez déjà signé la charte. Qu'est-ce qui est arrivé pour que nous changions des candidats à l'élection présidentielle? Il n'y a aucune donne, il n'y a aucune raison pour qu'on change des candidats. Alors, quand on parle des élections présidentielles, on voit cette proposition de loi Tchani qui est comme une sorte de discrimination pour les autres candidats. Alors, vous êtes de l'Union Sacrée. Comment avez-vous apprécié cette proposition de loi? Bon, je l'ai dit à maintes reprises. Moi, d'entrée de jeu, je dirais que je suis de l'Union Sacrée et je suis farouchement opposé à cette proposition. Ah, vous êtes opposé à cette proposition? Je suis très opposé à cette proposition pour plusieurs raisons. Une raison, c'est que, comme on dit que c'est une proposition discriminatoire et séparatiste, elle l'est effectivement. Oui, ça c'est pas. Parce qu'il faut déjà regarder la tension qu'il y a au niveau de la couche sociale pour se rendre à l'évidence que c'est une proposition qui nous a beaucoup divisés et de nous unir. Dernièrement, l'Assemblée nationale venait de voter une loi sur la création de la réserve armée. Mais je n'ai entendu l'auteur de la proposition, la première, donc Tchani, dire un mot. Alors que cette loi votée par l'Assemblée nationale touche un domaine très sensible, qui est l'armée. Il est le chantre de la sauvegarde de notre unité nationale. Il est le chantre de la lutte contre l'infiltration. Mais est-ce, comme se sont posés certains députés la question, est-ce cette nouvelle loi qui crée la force, disons la réserve armée, n'est pas une autre manière de contourner même comment on appelle ça, la résolution prise par l'Assemblée nationale interdisant le gouvernement d'effectuer les opérations de brassage ou de mixage avec les groupes armés? C'est une question. Mais l'homme n'a touché aucun mot, dont je parle de Tchani. Il n'a rien dit. Il pense que la protection de notre souveraineté et la protection de nos institutions n'est pas que par les postes qu'il a ciblés. Madame, je pose toujours deux petites questions. Deux petites questions. Parce que c'est les sommets. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu une seule réponse. Et quelles sont ces questions? Est-ce la première? Est-ce le fait de naître de pères et de mères congolais fait de nous des vrais patriotes que ceux qui sont nés de pères ou de mères congolais? Et je leur demande toujours de m'appuyer cela par deux exemples. C'est-à-dire que dans le passé, qu'on nous montre ces enfants qui sont nés d'un père et d'une mère congolaise qui ont excellé, plus que celui qui est né d'un père ou d'une mère congolaise. Est-ce que la deuxième catégorie nous a déjà trahi une fois? On ne m'a jamais cité aucun exemple. Et je pense que, en me regardant là, vous ne trouvez aucun exemple dans votre tête. Mais c'est difficile.
parce que c'est par rapport à notre constitution Deuxième qui question. soutient cette nationalité congolaise. Deuxième question. Est-ce pour faciliter l'infiltration du pays, faudrait-il être chef de l'État, Premier ministre, ministre de la Défense, ou, c'est pas moi, chef de l'État-major, ou président de l'Assemblée nationale et président du Sénat? Faudrait-il occuper ces postes pour faciliter l'infiltration d'un pays? Même pas, il y a des rébellions, oui. Vous avez un directeur, tous les directeurs de la DGM qui travaillent dans les frontières ne peuvent pas faciliter l'infiltration des ennemis dans notre pays. Au fait, en réalité, les problèmes qui est posé par Tchani existent. Notre armée, notre système politique a été infiltré. OK? Du haut en bas. Ça, c'est sûr. Nous avons la nécessité de protéger notre souveraineté et nos frontières. Ça, c'est aussi une évidence. Mais comment les faire? Comment les faire? Il faut recréer l'homme congolais, tout simplement. Comment? Avec un changement de mentalité il faut ou quoi? un véritable changement de mentalité. Ça veut dire qu'il faut restaurer l'autorité de l'État pour que chacun de nous puisse se conformer à la loi, puisse se comporter selon la loi. Mais ne vous leurrez pas, qu'on ne se trompe pas, il ne s'agit que d'une loi, alors qu'on sait que dans ces pays, les gens ne respectent pas la loi. Comment on va nous faire croire que ça sera seulement ça, la loi, qui sera respectée? Parce que ça, c'est les sommets. Et imaginez. C'est l'organe de décision. Imaginez. Donc, il y a beaucoup plus de possibilités d'infiltrer les gens. S'il vous plaît, madame. Imaginez un instant. Non, un chef d'État ne va pas dire amenez-moi 10 000 Ougandais qu'ils viennent rentrer dans notre armée. Mais s'il est redevable envers sa patrie. Ça ne se fait pas. Oui, la redevabilité vis-à-vis de la patrie dépend de l'amour qu'on porte à cette patrie-là. C'est ça. Et l'amour. Il faut être congolais, le père et de mère, pour porter cet amour-là. L'amour s'enseigne à l'école. OK. L'amour s'enseigne à l'école, ça s'enseigne à l'église. C'est un problème de sang. Non, c'est pas un problème de sang. Le patriotisme. Le sang a toujours réclamé. Ça n'a rien à voir. Tel est mon frère, tel est ma soeur. Ça n'a rien à voir, madame. Le problème du pays ou du patriotisme, ça n'a rien à voir avec la question du sang. Aujourd'hui, on peut vous prendre, vous ici, on fait de vous présidente de la France, eh bien, vous ne ferez rien pour la RDC. C'est vrai. Vous ferez tout pour la France. Maintenant, quand vous voyez que votre population souffre, vous allez dire, bon, en fait, non, je dois faire quelque chose, donner de nationalité aux Congolais facilement. Il y a des exemples. Barack Obama était président des États-Unis, de la superpuissance du monde, mais il n'a rien fait pour le Kenya, le pays de son père biologique. Il n'a rien fait pour le Kenya. Pourquoi? Parce que dans ce pays, il y a une administration qui est bien installée, qui fait bien son travail. Je vous donne un exemple. Un enfant qui est né d'un Muzombo d'Angola et d'un Muzombo de la RDC. 55 ans après, cet enfant nourrit les intentions d'être président de la République. Est-ce que notre administration est capable, 55 ans après, de nous dire que cet enfant, son père ou sa mère est venu de tel pays? Non, impossible. Et surtout s'il est né sur le sol congolais. C'est impossible. Et qu'est-ce qui va se passer alors? Ça signifie qu'avec cette loi, à chaque cycle électoral, le pays sera plus divisé que jamais. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Le seul indicateur que nous aurons pour dire que il y a un étranger qui est passé par ici, c'est la couleur de la peau. Voilà pourquoi on dit que cette loi, cette proposition, elle est raciste. Raciste, oui. Parce qu'il n'y a que la couleur de la peau qui va déterminer que son père ou sa mère est blanc ou blanche. Il n'y a que la couleur de la peau. On a vu ça avec Chaloupa. Si vous enlevez, pourquoi pas moi? Si vous enlevez la couleur de la peau, il n'y a plus rien qui va nous indiquer que celui-ci n'est pas congolais des pères et des mères. Tenez, lorsqu'on va faire l'enrôlement, l'agent de la CENI qui vous enrôle ne s'en tient qu'à votre déclaration. Au témoin vous aussi. Vous dites, je suis originaire de telle province, il écrit. Je suis originaire de tel territoire, il ne sait pas vérifier. Parce qu'on a une administration faible. Ce n'est pas seulement pour les candidats à l'élection présidentielle que l'administration va savoir jouer ce rôle-là, madame. Ça aussi, Vous allez à l'ANER pour obtenir l'autorisation d'avoir un passeport congolais. L'ANER également ne s'en tient qu'à vos déclarations. Vous dites, je suis Louba je suis Moukwa Kalonji. L'ANER écrit Moukwa Kalonji. Parce que l'ANER... Il ne vérifie pas. Non. Elle n'a pas le moyen de vérifier. Elle n'a pas le moyen de vérifier. Nous avons une administration qui est défaillante. Il faut la redorer. Il faut lui donner un peu plus de force. Mais en fait, une dernière raison, allez-y, M. Kazadi. Une dernière raison pour laquelle je ne soutiens pas cette loi,
c'est que ça vient au moment où nous nous battons pour donner à Félix Tshisekedi un deuxième mandat et que nous voulons que son image au niveau national et international soit redorée. OK? Pourquoi Tchani veut absolument que cette loi passe pendant que Félix Tshisekedi est président de la République, alors que lui-même est candidat à l'élection présidentielle? Ah bon? Tchani était candidat à l'élection présidentielle. Oui. Pourquoi ne pas attendre lorsqu'il deviendra président de la République? Et qui, ouais, c'est ça aussi, comme un fou, lorsqu'il deviendra président de la République, qu'il puisse faire passer ça à l'Assemblée nationale, parce qu'il aura le contrôle de la majorité parlementaire. Pourquoi il veut que les conséquences de cette proposition, qui vont naître de la suite de cette proposition, soient portées par Félix Tshisekedi? C'est ça. Est-ce que lui, d'abord, il n'est même pas membre de l'Union sacrée, donc il ne défend pas, il s'attaque tous les jours au budget de l'État, il s'attaque tous les jours il parle du budget programme, il parle d'un budget. C'est un opposant farouche. Un opposant comme celui-là, veut que cette loi passe au moment où Félix Tshisekedi est président de la République. Non, je conseille à Tchani et à tous ses soutiens d'attendre qu'il devienne président de la République et de faire passer cela. Nous aurons du mal à faire passer dans l'opinion que cette loi ne vise pas des individus. Ok, c'est ça aussi. C'est ce qui a été interprété, ce qui a été dit. Oui. Alors, M. Kazadi, nous tournons vraiment vers la fin de notre émission. Vous allez essayer de donner votre conclusion, je ne sais pas, par rapport à la loi Tchani ou bien par rapport aux élections en RDC. Bon, la loi Tchani, c'est une distraction, je n'en reviens plus. Je vais parler plutôt des élections. Pour rappeler encore que notre parti, l'Alliance des démocrates pour le progrès, est bien où il est pour l'instant pour affronter les prochaines élections. Et nous envisageons donner au chef de l'État une majorité écrasante, confortable et homogène à l'Assemblée nationale pour que le tralala qu'on a connu pendant l'FCC-Cash ne revienne plus. Et nous souhaitons également qu'au niveau des assemblées provinciales, nous puissions lui donner aussi la majorité parlementaire, de sorte que son programme au niveau national puisse être dupliqué dans les provinces et que l'émergence du Congo, sous Félix Tshisekedi, puisse connaître le meilleur de ce jour, puisse être boosté par une dynamique politique à tout le niveau. C'est ça notre souhait. Et donc, notre parti est bien organisé aujourd'hui pour affronter les élections. J'espère bien pour tout le parti de l'Union sacrée. Et j'invite aussi ceux de l'autre côté, de l'opposition, à éviter de se distraire, à s'organiser. Parce que s'ils ne s'organisent pas comme nous le faisons, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer après les élections de 2023. Parce qu'il n'y aura pas de pitié. Nous allons rafler tout le siège s'ils continuent avec ces aventures-là. Je dis. Et je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci beaucoup, M. Philippe Kazadi Omombo, d'avoir répondu à notre invitation. En tout cas, les portes de CES vous resteront toujours ouvertes en cas de besoin. Merci, madame. Et notre disponibilité est indiscutable à venir ici. Ok, merci. Madame, messieurs, je recevais pour vous M. Philippe Kazadi Omombo. Il est le secrétaire national en charge de la communication de l'ADP, Alliance des démocrates pour le progrès, le parti cher à son excellence Christophe Lutundula. Il est aussi le président de la JDP, Jeunesse démocrate pour le progrès. Voilà, avec une grande vision, toujours en diplomatie, ça excelle en tout cas, et ça c'est vrai. Il n'y a pas match. Merci à l'équipe qui m'a accompagné ce soir. Je dis merci à toi Eric, merci à Esther Mayaya, la seule et l'unique caméra humaine. Merci à toi Emmanuel, merci Déo, je t'ai pas oublié Papa Philémon, le doyen et la Zik Makoukoula. On va se retrouver prochainement pour notre numéro. À très bientôt. Bye bye.